Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Les 26 œuvres royales trésors du royaume du Dahomey sont enfin de retour sur leur terre d'origine. Une équipe de notre rédaction a suivi de bout en bout ce moment épique. Nous vous en parlerons dans cette édition. Les 26 œuvres royales du palais d'Abomey restituées par la France sont depuis hier sur le sol béninois. Au-delà de l'enthousiasme de leur retour au bercail, on s'interroge déjà sur la question de leur conservation. Toutes les entreprises travaillent de nos jours autour de la qualité, que ce soit pour un service ou pour un produit. La qualité est un élément incontournable. Les détails à suivre. Les Béninois ont longtemps attendu leur retour. C'est désormais une réalité. Les 26 œuvres royales trésors du royaume du Dahomey ont foulé ce 10 novembre 2021 le sol béninois où ils ont été ensuite entreposés au palais de la Marina. Retour sur cette ambiance qui a prévalu lors de l'arrivée de ces œuvres culturelles. Rodrigue Bababrito a signé l'élément. Parti du Dahomey en 1892 par la mer, c'est par les airs que le butin pris par le colonel Dodds revient sur sa terre d'origine 129 ans après. Un retour dans un avion cargo pouvant prendre jusqu'à 139 passagers, mais qui a l'honneur de porter ce jour 26 œuvres, des trésors royaux, symboles de tout un peuple. Il est 15h15 lorsque le Boeing 737-300 de Tunis Air foule le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti. Tout de suite, la soute est ouverte pour la descente des œuvres. 12 caisses au total et priorité est donnée à la plus importante et la plus lourde d'entre toutes, celle du trône du roi Guézo. Les autres œuvres descendent ensuite sous la surveillance des conservateurs devant qui les trésors ont été empaquetés depuis le musée du Quai Branly. Alexandre a en charge la structure de déménagement qui doit transporter les trésors royaux. Pour un travail d'une telle ampleur, minutie et professionnalisme sont pour lui les maîtres mots. Nous, on était en contact avec la société qui fait ça, c'est eux qui ont fait les caisses. On était en contact avec eux afin d'avoir les informations pour savoir les longueurs, largeur, hauteur, le poids, pour pouvoir gérer, savoir comment est-ce qu'on va les réceptionner ici. On a l'impression là que les œuvres ont simplement été mises dans une caisse, mais les caisses sont très travaillées si vous voulez. La plupart des œuvres sont dans un caisson de protection avant d'être mises dans la caisse qu'on voit extérieure. Et cette caisse-là extérieure, en plus là, elle est isotherme. Elle est là pour protéger de la chaleur et des différentes couches d'humidité, de soleil, de froid qui pourraient intervenir pendant le transport. Ensuite, les chariots qui sont toute la manutention qui est utilisée, c'est des personnes qui sont professionnelles et qui savent ce qu'ils font. Les 12 caisses sont donc embarquées dans 3 camions. Le trône de Guézo à lui seul a un véhicule et le convoi se met en branle pour le palais présidentiel. À la sortie de l'aéroport, il est 16h40. Les chevaux venus du nord pour la circonstance prennent les devants. Et autour, une foule en liesse offre aux trésors royaux divers chants et danses. C'est tout comme si les écureuils ont ramené la Coupe du Monde. Donc, comme vous le constatez, c'est la joie totale. Nous sommes contents que nos trésors nous reviennent après 130 ans. Ça représente notre lignée ancestrale. Ça représente notre héritage, l'héritage que les rois nous ont légué. Pour nous, c'est un trésor de guerre. Donc, nous ne pouvons que nous rendre sur place et applaudir le courage de ces personnes qui ont œuvré pour que ce jour soit vraiment un jour mémorable. Le cortège se dirige vers le palais de la Marina. C'est là que les œuvres vont faire leur acclimatation durant 2 mois avant d'être exposées au public en janvier 2022. 26 œuvres royales du palais d'Abomey emportées par les Français sont de retour sur leur terre d'origine. Un acte historique qui réjouit les Béninois. Mais au-delà de l'enthousiasme, le retour de ces objets suscite aussi des inquiétudes. Le défi de conservation et de protection des œuvres se pose aujourd'hui, tout comme celui de leur valorisation. Constant Agbidinoukou, natif du plateau d'Abomey, parle ici de l'entretien et de la conservation de ces œuvres. Je vais en vouloir à tout homme politique, toute femme politique, tout conservateur qui ne va pas prendre soin de ces trésors royaux.
Vous savez, nous n'avons pas la culture de la conservation de notre mémoire, de nos archives. Je me suis souvent amusé à aller au palais romain à Porto-Novo, à Natitengu, au musée de Natitengu, au musée historique d'Abomey. Non, c'est mal gardé. Les lieux, vous regardez un peu, il y a des détritus à gauche, à droite, des papiers qu'on laisse joncher le sol, des murs qui sont sales. Non, allez visiter les musées en Europe. Le musée Quai Branly, Charles Chirac, le musée British Museum à Londres, Cannes en Allemagne. J'ai eu du plaisir. Ce ne sont pas des lieux de pas perdus. Non, on les garde bien. Et attention, nos conservateurs doivent aller à d'autres écoles, changer leur mentalité. Un musée, c'est un grand lieu de mémoire, de conservation de nos archives, de tout ce qui est cher pour nous, pour tout un peuple, toute une nation. Il faut bien les garder. Il faut s'approprier le devoir de les conserver pour l'éternité. Les trésors sont d'abord toujours vitrés. Quand vous allez au Quai Branly, on les vitre une fois. Et on les vitre une seconde fois. Et quand vous venez, vous pouvez toucher une vitre ici, mais vous ne touchez jamais l'objet, le trésor. Jamais. Et vous êtes là et vous admirez de loin. C'est ça, c'est la manière de conserver. Et c'est ça que nous devons faire. J'ai confiance au président, je fais confiance au président Patrice Talon et à tous ces directeurs qui ont tant œuvré pour que nous puissions entrer dans ces trésors royaux. Nous devons les garder comme des œufs sur le feu. C'est-à-dire on les garde précieusement, avec rigueur, avec enthousiasme, avec vivacité. C'est cela, un trésor royal. Et je compte sur tous ceux qui vont s'en charger. Je compte sur le président, mais le président n'est pas éternel. C'est le peuple qui est éternel. Et nous devons veiller à cela. Et je vais vivre. Nous allons vivre. Parce qu'on m'a dit que dans quelques mois, ça doit aller au fort portugais à Ouida. Je n'en disconviens pas. Parce qu'on n'a pas les moyens tout de suite pour créer ce musée des épopées royales et des Amazones du temps romain qui vont prendre 3 ans, 2022, 2023, 2024. Et c'est 2025 qu'on va l'inaugurer officiellement. Nous serons tous là, en robuste santé, pour vivre ce grand événement historique d'avenir. À l'instant, Constant Agbidinoukoun, natif du plateau d'Abomey. 11 novembre, journée dédiée à la qualité. En entreprise, la notion de qualité prône la meilleure façon de produire des biens et services afin de répondre à la demande et aux besoins des consommateurs. Elle n'est pas seulement une affaire de bon sens, d'outils et de techniques pour satisfaire le consommateur final, mais aussi c'est un état d'esprit, une démarche de changement et une méthode qui implique tous les acteurs de l'entreprise. Les détails dans cet élément. Si beaucoup d'entreprises font de bons chiffres d'affaires et parviennent à vivre longtemps, ce n'est pas uniquement parce qu'elles savent bien satisfaire leur clientèle, mais surtout parce que les produits mis sur le marché et les services offerts aux consommateurs ont un niveau raisonnable de qualité. Aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent autour de la qualité, que ce soit pour la vente de produits ou pour offrir un service, la qualité est omniprésente. Non seulement la qualité permet d'améliorer les recettes des entreprises, mais elle permet de stimuler aussi leurs ventes, de gérer leurs risques, d'innover et de garantir leur responsabilité sociétale. Depuis quelques années, plusieurs pays à l'échelle mondiale consacrent le 2e jeudi du mois de novembre à la célébration de la Journée mondiale de la qualité. Célébrer la qualité permet fondamentalement de garantir une conformité des produits mis sur le marché et les services offerts au consommateur final. Viser la qualité en entreprise permet d'optimiser aussi les processus de la qualité et de s'assurer qu'elle est toujours au rendez-vous dans ce que nous achetons et dans ce que nous consommons. Dans tous les domaines d'activité, la qualité contribue à la réussite commerciale des entreprises et, in fine, à la prospérité d'un pays. Aujourd'hui, pour notre bien-être, il est nécessaire de travailler à améliorer, par exemple, la qualité de notre cadre de vie, l'air que nous respirons, les mets que nous consommons, et la liste n'est pas exhaustive.
Venons-en maintenant à la conférence internationale sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse. Lors de ce sommet, la préservation et la sauvegarde du bassin du Congo étaient au cœur des débats entre décideurs africains et du monde entier. À cette occasion, les autorités en charge de l'environnement au Congo-Brazzaville et en RD Congo ont rappelé les défis de la protection du bassin du Congo. On les écoute au micro de nos confrères de France 24. Le rempart aujourd'hui de l'humanité, le bassin du Congo, et on passe de devenir le premier bassin écologique de la planète. Mais le bassin du Congo, c'est également la découverte récente, 2019, des tourbières qui sont réparties entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Ces tourbières séquestrent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. C'est 3 ans d'émissions de la planète qu'une bombe à retardement. Donc nous voulons aujourd'hui tout simplement dire, nous vous vendons simplement un service écosystémique, mais en retour, il nous faut nous aider à vous aider pour conserver ce patrimoine commun. Le grand défi justement, c'est l'accès à ces fonds. Nous ne vendons pas l'oxygène, mais nous demandons tout simplement que vous avez pollué, mais protégeons alors ensemble cet oxygène. Nous sommes prêts à changer notre mode de vie, à nous adapter à la donne actuelle du réchauffement climatique, mais à condition que ces sacrifices-là, il y ait une compensation, il y ait une alternative par rapport à nos habitudes. Et ça demande des moyens, ça demande des fonds. C'est ça la compensation, et une compensation équitable. On reste au plan international pour faire un tour d'horizon de quelques sujets ayant marqué l'actualité dans le monde entier ces dernières 48 heures. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce jeudi. C'est une signature de Héloïse Winator. L'inflation a atteint aux États-Unis son niveau le plus élevé depuis 3 décennies en octobre. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an, du jamais vu depuis novembre 1990. En cause, la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Les prix de l'énergie ont progressé de 30%, tandis que ceux de l'alimentation étaient en hausse de 5,3%. L'indice s'est aussi envolé à 4,6 points sur 12 mois contre 4% en septembre. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis août 1991. Conséquence, l'inflation frappe les Américains au portefeuille et inverser cette tendance est une priorité absolue, a annoncé le président Joe Biden. Le groupe minier français Eramet va ouvrir en 2024 une usine d'extraction de carbonate de lithium en Argentine. Il relance ainsi un projet mis sous cocon durant la pandémie. Le but est de répondre à la forte demande mondiale de ce métal rare, composant essentiel des batteries de véhicules électriques. Le lithium aiguise ainsi les appétits de l'industrie automobile qui est en train d'abandonner les moteurs thermiques en faveur des voitures électriques. En Argentine, le programme d'agriculture urbaine de la ville de Rosario, initié en 2001, fait école à COP26 à Glasgow, un projet qui s'est imposé à travers le monde comme modèle en matière de conciliation entre les enjeux environnementaux et la lutte contre les inégalités. En effet, cette forme d'agriculture a permis à des centaines de familles défavorisées de cultiver écologiquement leurs propres aliments. 20 ans plus tard, le programme est reconnu sur le plan international. Avec 12 mètres carrés d'espace vert par habitant, Rosario est la ville la plus végétalisée d'Argentine. 2500 tonnes de fruits et légumes y sont produits chaque année. Selon des études menées par des experts, les potagers communautaires réduisent les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations. Enfin, la production mondiale d'oléagineux pour la prochaine campagne 2021-2022 est revue à la baisse avec 1,1 million de tonnes de moins que prévu, soit 384 millions de tonnes estimées. Avec le maïs, le soja est une des matières phares pour l'alimentation animale. Les prévisions de récolte sont donc suivies de près. Et toute variation d'estimation de production peut faire sursauter le marché.
Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.